Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va comparer les options si vous avez envie d'avoir un 24-70 en monture Sony. Les options viennent de changer puisque Sigma vient de sortir son 24-70 2.8 et on va voir un peu comment ils se comparent ces trois objectifs. Alors, ça a été un test très fastidieux à conduire et je vais essayer d'avoir une vidéo qui va être un peu plus fluide dans laquelle on va aller beaucoup plus sur les conclusions. Sachez seulement que pour faire ce test-là, j'ai testé le piqué sur un A7 III et sur un A7 R4, même si on va surtout se baser sur le A7 R4 ici. J'ai testé l'autofocus sur le A7 III, mais aussi sur l'A9, et c'est surtout sur l'A9 que j'ai pu voir des petites différences au niveau de l'autofocus. De même, la vidéo a été testée sur le A7 III. Bref, c'est une grosse galère à conduire quand vous devez tester trois objectifs sur trois boîtiers différents, c'est l'enfer. On va essayer justement que cette vidéo soit pas l'enfer. Alors, les forces en présence, c'est évidemment le Sony 24-70 GM 2.8, c'était lui la référence jusqu'à il y a quelques années. En second est sorti le Tamron, le 28-75 que vous voyez ici 2.8 qui quelque part est venu vraiment disputer la place de référence au Sony. Et le nouveau-né qui vient d'arriver, c'est le Sigma 24-70 2.8 qui est juste ici. Physiquement, vous pouvez voir que globalement le Sony est celui qui est le plus long. C'est aussi celui qui est le plus lourd puisque le Sony fait 910 grammes, pardon. Quasiment 70 grammes de moins, on a le Sigma 830 grammes. On peut voir que le Sigma fait quoi? Fait 1 mm ou 2 de moins que le Sony. On est sur le Sigma en taille de filtre 82, hein, donc c'est un bébé qui est quand même assez large. Sur le Sony aussi, on est en 82. Hop, on le voit là. Par contre, le Tamron, comme vous pouvez voir, il fait la même taille que le Sigma. Donc le Tamron est quand même un beau bébé au niveau longueur, mais il est beaucoup plus étroit. Donc il a un filtre, lui, de 67 mm. Donc, puisqu'il est plus étroit, il est aussi beaucoup moins lourd. C'est-à-dire qu'on a le Sony à 910, le Sigma à 830 et on a le Tamron à 550 grammes. Donc le Tamron se distingue par une compacité un peu plus importante puisqu'il est plus étroit et il est surtout beaucoup moins lourd, quasiment 30% moins lourd à l'intérieur du sac. Alors ces trois objectifs, malheureusement, il n'y en a aucun qui vous propose une stabilisation intégrée. C'est vraiment dommage parce qu'en vidéo, quand vous arrivez à avoir la double stabilisation, c'est là vraiment où vous avez la meilleure des stabilisations. Aucun de ces trois n'a la stabilisation, donc ça ne sera pas un élément qui va les distinguer. Les trois sont tropicalisés, donc là aussi, ce n'est pas un élément qui va les distinguer. À noter que le Sony et le Tamron partagent les 9 lamelles pour faire le bokeh, tout ça. Et ici, le Sigma se paye le luxe d'en avoir 11. Donc, on est au cran au-dessus au niveau du Sigma. Et généralement, c'est le genre de choses qui vont se voir quand vous voulez faire un Sunstar, quand vous voulez faire une qualité de bokeh avec des billes un peu plus rondes, ce genre de choses. Le nombre de lamelles va impacter à ce moment-là. Donc, le Sigma, de manière générale, a 2 lamelles de plus. L'autre chose, c'est les focales. Donc ici, on est en 24-70. Ici, on est en 24-70 sur le Sigma. Et comme vous l'avez entendu, le Tamron, c'est pas un 24-70. Je l'inclus parce qu'il est tellement proche. Mais quand même, il ne l'est pas. C'est un 28-75. Et même si on va au-delà, quand on les met sur une mire, on va s'apercevoir de quelque chose. C'est que l'angle de vue entre ces trois objectifs n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que l'angle de vue du Sigma, je vais vous le montrer, est beaucoup plus large, enfin beaucoup, et quand même bien plus large que le Sony. Hein. On a l'impression presque d'avoir un 21 ou 22 mm sur le Sigma, alors que le Sony est vraiment un 24. Donc le Sigma voit beaucoup plus large que le Sony, et évidemment on voit beaucoup plus large que le 28 mm représenté par le Tamron. On va voir ça tout de suite. Alors voilà sur le Sigma, regardez la caisse en bas à droite. Et bien sur le Sony, regardez cette caisse, elle disparaît un peu. À gauche, vous pouvez voir que ça n'a pas bougé, hein, le boîtier n'a absolument pas bougé. Mais on voit par contre que l'angle de vue est plus large sur le Sigma. Et évidemment, regardez 28 mm, qu'est-ce que ça change? Ça fait quand même une grosse différence. Hein. Quand vous comparez l'angle de vue du Sigma, qui pour moi est plutôt dans les 21 ou 22 mm, et l'angle de vue que vous avez sur le Tamron, ça fait quand même une énorme différence. Regardez, le parasol a quasiment disparu, la caisse a quasiment disparu, il n'en reste plus rien. Ici, la lingette aussi, elle a entièrement disparu. Bref, ça fait quand même une belle différence. Le truc de Noël, là, en haut, il est quasiment aussi coupé. Bref, c'est pareil, mais c'est quand même pas pareil. Il ne faut pas se laisser abuser sur le fait que, ouais, 24, 28, c'est à peu près la même chose.
sur l'image, ça fait quand même une énorme différence. Et je peux personnellement dire que sur le Sony ou sur le Sigma qui sont à 24 mm, on a quasiment une focale supplémentaire qu'on n'a pas sur le Tamron. Et il faut quand même en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on a moins de poids, mais il y a des compromis. Et on va le voir tout au long de ce comparatif. Le Tamron a plus de compromis que les deux autres. L'autre chose que je veux voir maintenant, c'est évidemment le piqué. Alors, ça serait très fastidieux. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. J'ai fait un tableau que vous pouvez ensuite faire pause dans la vidéo si vous voulez l'analyser un peu plus. De manière générale, à 24 mm, là où personnellement, je trouve que dans ce comparatif-là, je veux mettre l'accent, c'est que le Sigma, c'est le seul à avoir une image homogène à 24 mm. Et ce, même à la grande ouverture. Donc, je vais vous le montrer rapidement à la grande ouverture. Hop, donc ici, je vous mets le Sigma à gauche et le Sony à droite. Et quand on va zoomer ici, on est à 2.8, quand on va zoomer dans les extrêmes, et alors ici, je vais vous zoomer à 200% pour que ça passe bien sur YouTube. Vous voyez bien la différence. Le Sigma est pour moi parfaitement acceptable. J'estime que avoir ce niveau de netteté au niveau des extrêmes, c'est très bon. Donc, et par contre, j'estime que ce niveau de netteté-là, à droite, du Sony n'est pas acceptable. Au niveau des bords, alors ce que j'appelle les bords, c'est par là. Idem, on peut voir que le Sigma est meilleur que le Sony. Et si vous voulez le voir sur une écriture, ici, c'est encore plus parlant, hein. Sur le Sony, on reste à un niveau de softness, enfin un niveau de piqué très doux qui est vraiment pas acceptable. On n'arrive quasiment pas à lire. Et pour moi, c'est un peu la ligne rouge. On n'arrive pas à lire. Au centre, il y a très peu de différence entre les deux. C'est pas le centre qui va les distinguer. Ils sont extrêmement bons. Ce qui explique ce tableau où je suis quasiment tout en vert au niveau du Sigma dès la grande ouverture. Et regardez sur le Sony, pour moi, ni les bords ni les extrêmes sont bons. Et si on passe à f8, ben, comme vous pouvez voir, je suis entièrement vert au maximum quasiment sur le Sigma. Et sur le Sony, je suis en vert uniquement sur les bords, mais pas sur les extrêmes. C'est-à-dire que sur le Sony, à 24 mm, il est impossible d'avoir un joli piqué sur les extrêmes. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Alors, sachez que pour le Sony, j'ai vraiment pris des pincettes et j'avais peur de dire des bêtises. J'ai vu des tests et des reviews qui parfois étaient contradictoires. Donc, j'ai deux Sony. C'est-à-dire que, regardez, j'ai fait venir deux 24-70 de chez Sony, un construit en 2019, un construit en 2018. Donc, j'ai une version qui a été construite vraiment il y a un mois ou deux, et j'ai une version qui a quasiment un an et demi pour voir un peu s'il y avait des différences. De manière générale, ils se sont comportés exactement de la même façon. Donc, pour moi, ce que j'ai trouvé sur le Sony, c'est la réalité, hein. Je l'ai vérifié avec deux copies. Donc, tout ça pour dire que maintenant, on va regarder à f8. Et à f8, on va se rendre compte que, hop, le Sigma a progressé, mais le Sony reste très moyen au niveau des extrêmes. Alors, il a progressé aussi, mais pour moi, c'est tout simplement pas suffisant. Par contre, sur les bords, hop, il a progressé et on peut enfin lire sur les bords. On peut voir que c'est pas comme tout à l'heure. Il n'y a pas l'écart qu'il y avait tout à l'heure. Et le centre reste évidemment, le centre, il y aura très peu de différence dans ce comparatif. Ils sont quasiment tous très bons au centre. Et c'est tellement ténu les différences que c'est pas ça personnellement qui va faire la différence entre les objectifs. Donc ici, on a évidemment peu parlé du Tamron. Le Tamron, comme vous pouvez voir sur le graphique, il est capable à f8 d'obtenir une homogénéité lorsqu'on est au grand angle. Donc si je vous montre le Tamron, hop, ici on est à 28 mm. Hein, c'est pour ça que je ne me permets pas de faire un comparatif direct avec les autres parce que la focale, elle n'est pas la même. Et hop, le Tamron, si on regarde sur les côtés, on est à 2.8. Bah pour moi, c'est acceptable. Regardez ici. Pour moi, ça reste acceptable. C'est un peu plus soft. Alors là, on est à 2.8. Voilà, à 2.8, c'est acceptable. À 2.8, je l'avais mis en orange. Et à f8, sur le Tamron, c'est fastidieux à faire. Hein, je suis désolé. Voilà. Vous avez vu? Ça, on est aux extrêmes sur le Tamron. À f8, il est arrivé à hausser son niveau de jeu et avoir une homogénéité sur l'ensemble de l'image. J'estime personnellement que quand on utilise un grand angle, en général, on ferme l'ouverture pour avoir une belle profondeur de champ. Et donc, c'est intéressant quelque part que l'objectif soit capable d'hausser son niveau de jeu. Chose qu'on peut voir sur le Tamron, ici. Il est capable à un moment donné d'avoir un bon piqué aussi sur les bords et les extrêmes. Ça, la plage, elle est toute petite, c'est-à-dire que moi, je l'ai estimé qu'à 5.68, c'était acceptable et que tout de suite, ça se dégradait derrière. Mais le GM de chez Sony n'en est tout simplement pas capable, quelle que soit l'ouverture. Et finalement, au niveau du 24 mm, c'est moi la différence que je vais retenir le plus. Le Tamron est capable, lui,
à un moment donné de vous offrir une homogénéité. Le Sigma vous l'offre tout le temps, dès la grande ouverture. Et clairement, le gagnant, si vous voulez à tout prix un grand angle, et c'est un gagnant qui est écrasant à ce niveau-là, c'est le Sigma. Parce que le Sigma, il vous offre deux avantages. Un avantage d'avoir une focale qui est affichée à 24 mm, qui est en vrai plutôt un 22 mm. Donc ça, c'est déjà un avantage énorme. Et en plus de ça, il se paye le luxe d'être très bon dès la grande ouverture, d'être capable de hausser son jeu jusqu'à f8 et de maintenir une très bonne net-nez jusqu'à f11. Donc vraiment, c'est du très très bon boulot qu'a fait Sigma au niveau du 24 mm et il remporte la partie haut la main. On va maintenant passer au 35 mm. Le 35 mm, comme vous pouvez voir le schéma ici, là aussi, la différence est un peu plus ténue entre le Sigma et le Sony. On peut voir que le Sony, au 35 mm, est capable d'hausser son jeu, est capable, si on ferme un tout petit peu l'ouverture, d'avoir les mêmes résultats qu'avec le Sigma. Donc il y a assez peu de différence en définitive. Pour moi, voilà, à 35 mm, les deux objectifs sont à peu près comparables. On ne va pas aller chercher à pinailler. Par contre, le Tamron est en retrait. Le Tamron, il va falloir fermer un peu plus pour pouvoir avoir du piqué. Mais il est aussi capable de suivre le jeu. Hein. Si on regarde juste un exemple, allez, regardons par exemple à la grande ouverture. Non, allez, on va regarder, oui, à la grande ouverture, au 35 mm. Je vous fais le Sigma à gauche contre le Sony à droite. Donc ici, hop, on va aller voir sur un bord ici. On peut voir que le Sony, vous avez vu, est un peu moins bon que le Sigma sur le bord. Ici, je suis à la grande ouverture. Hein. Hop, je peux aller voir ici, par exemple. Lightroom rame un peu. On peut voir que le Sigma est toujours un peu meilleur que le Sony à la grande ouverture. Vous voyez, ici, ça se voit encore plus. Hein. C'est encore plus visible ici. Donc voilà, le Sigma est légèrement meilleur, mais pour moi, voilà, c'est kiff-kiff. C'est pas ça qui fait qu'on va choisir un objectif sur un autre. Et au niveau du Tamron à la grande ouverture, cette fois-ci, on va voir que le Tamron de mémoire, lui, il a du mal. Le Tamron est à gauche maintenant. Hein. Le Tamron a beaucoup de mal à vous offrir une homogénéité. C'est-à-dire que sur les côtés, le Tamron est toujours en deçà. Vous avez vu, là, il y a une vraie différence hein, entre l'image du Tamron à gauche et l'image du Sigma à droite. Par contre, au centre, c'est kiff-kiff. Hein. Le centre du Tamron est toujours exceptionnel. Toujours exceptionnel. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point le piqué peut se dégrader sur le Tamron entre le centre et 5 cm à gauche. Regardez ici, au centre, le Tamron est à gauche, je rappelle. Hein. Au centre du Tamron, c'est top. Et je me déplace de 2 bouteilles. Et c'est beaucoup moins bien déjà. Il y a déjà une vraie différence. Donc le Tamron est très peu homogène et c'est ce qu'on va voir dans ce comparatif. Donc voilà pour le 35 mm. Pour le 50 mm maintenant, on va s'apercevoir que les forces en présence s'inversent un peu, dans le sens où le Sony 24-70 GM est plus homogène que le Sigma. Le Sigma va mettre beaucoup de temps et il va falloir fermer l'ouverture si vous voulez vraiment un joli piqué sur les bords et sur les extrêmes. Donc, en l'occurrence, il faut fermer jusqu'à f11. Ça fait vraiment beaucoup fermer. C'est-à-dire que le Sigma est capable de vous offrir une homogénéité à 50 mm, mais il va falloir fermer beaucoup. Alors que dès f8 et 5.6 et même à f4, hein, le Sony est très bien. Allez, on va prendre une image à f8. Allez, puisque j'ai marqué qu'à f8, je n'étais pas content du Sigma. On va voir si c'est le cas. Donc, à f8, j'ai mis le Sigma à gauche et le Sony à droite. Et on va regarder ici. Hop. Vous avez vu, le Sony s'en sort mieux. Le Sigma, ça reste acceptable, mais le Sony s'en sort bien mieux. On a un super piqué sur le Sony, on est à f8, c'est impeccable. Sur le Sigma, pour avoir ce niveau de piqué-là, il va falloir fermer plutôt vers f11. Donc ici, vous avez vu, hop, et ici encore plus. On voit bien la différence et on voit bien que le Sony est beaucoup plus homogène. Alors qu'au centre, il y a très peu de différence entre ces deux objectifs. Voilà, au centre, quand on regarde le code barre, il n'y a pas de problème, moi les deux me vont. Voilà pour ce 50 mm. Au niveau du Tamron, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que c'était excellent. C'est probablement la meilleure focale du Tamron. Alors on va regarder du coup à 2.8, puisque c'est ce que j'ai noté. Donc à 2.8, le Tamron serait le meilleur. Je ne peux pas apprendre tout par cœur. Hein. Je vous mets le Sigma à gauche et le Tamron à droite. Hop. Et on peut voir qu'effectivement, le Tamron est meilleur que le Sigma. C'est-à-dire qu'on est à la grande ouverture. Hein. C'est le seul qui délivre une image qui est acceptable, le Tamron, alors même qu'on est à la grande ouverture. Regardez ici, on est vraiment à l'extrême de l'image.
Sur le Tamron, on a un piqué sur l'extrême qui est vraiment, vraiment bon. Donc c'est vraiment la force du Tamron, il est aux alentours de 50 mm. On voit bien ici la différence de piqué. On est déjà au maximum du piqué possible sur le Tamron, alors que sur le Sigma à 2.8, c'est vraiment, vraiment moyen. Et c'est pour ça que sur mon comparatif, le Sigma, quand vous êtes à 2.8, il est en orange, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé l'image extraordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure de ce 50 mm? Que le Tamron est le meilleur objectif à 50 mm, que Sony arrive en deuxième, vraiment pas très loin de Tamron, et que le Sigma, si vous voulez de l'homogénéité, il est un peu en retrait à 50 mm. Après, on conclura tout à l'heure au niveau de ses focales. Allez, 70 mm. À 70 mm, l'écart se creuse un peu plus. Le Sony reste capable de vous offrir une homogénéité. Tous les objectifs sont très bons au centre. Le Sony est celui qui vous arrive à vous donner les bords les meilleurs. Au niveau des extrêmes, le Sigma, encore une fois, il va falloir fermer beaucoup jusqu'à F11 pour arriver à avoir des bords et des extrêmes qui sont de qualité. Au niveau du Sony, on y arrive très très vite. Le Tamron n'y arrive strictement jamais. Allez, on va aller sur une image en AF11, puisque AF11, je dis que le Sigma et le Sony sont à peu près comparables, mais que le Sony reste un poil devant. F11, Sigma à gauche, Sony à droite. On va tout de suite foncer sur les extrêmes. Comme vous pouvez voir, le Sony est un poil meilleur. Mais vraiment, les deux se comparent finalement pas si mal. Sur le paquet de lingettes qui est là. Hop, le Sony est un poil meilleur aussi. Vous voyez, le Sigma est arrivé quand même à obtenir un bon piqué. Au centre aussi, c'est très bon sur les deux côtés. Pour moi, il n'y a pas de grande différence. Alors que si je vous fais le même comparatif à 2.8, donc le Sigma toujours à gauche et le Sony à droite, à 2.8, vous allez voir qu'il y a des vraies différences. Vous avez vu le Sigma à 2.8, il est extrêmement mou. C'est quasiment pas exploitable. Et le Sony est un peu mieux à droite. Voilà. Au niveau du Tamron, c'est tout simplement impossible d'obtenir une homogénéité. Donc ici, je peux vous le montrer par exemple à F11. Le Tamron, comme je vous ai mis, les extrêmes ne seront jamais bonnes. Donc les extrêmes, hop, ici ou ici par exemple, j'ai quelque chose. Voilà. Et si je vous le prends à 2.8 sur le Tamron, on va se rendre compte que, hop, ici, voilà, c'est extrêmement mou. Extrêmement, extrêmement mou. Ici, sur le paquet de lingettes aussi, voilà. C'est vraiment très, très mou. C'est très soft. Il n'y a pas beaucoup de contraste. C'est quelque chose qui manque un peu sur le Tamron. Bref, au final, au moment de conclure sur ces piquets, à 24 mm, la partie est remportée par le Sigma. À 35 mm, le Sigma et le Sony, pour moi, font à peu près jeu équivalent. Le Tamron est en retrait. Au niveau du 50 mm, c'est le Tamron qui est le meilleur et le Sigma et le Sony. Sony arrive en deuxième et le Sigma arrive en troisième. Et lorsqu'on est au 70 mm, le Sony arrive en premier, le Sigma en deuxième et le Tamron en troisième. Quand vous arrivez sur tout ça, c'est extrêmement difficile de définir une hiérarchie au niveau du piqué. Personnellement, si je dois définir une hiérarchie au niveau du piqué, je mets Sigma en premier parce qu'il offre un angle de vue plus intéressant au niveau de la plage focale et une meilleure homogénéité, notamment à 24 mm. Personnellement, j'attends de l'homogénéité quand je suis au 25 ou au 35 mm parce que c'est des focales sur lesquelles je vais faire du paysage. Sur le 50 mm et sur le 70 mm, personnellement, c'est une focale où je vais surtout faire du portrait. Et donc, je m'en fiche un peu des bords et des extrêmes parce que, quelque part, ça va être du bokeh. Et donc, je m'en fiche un peu d'avoir du piqué sur ces endroits-là. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, si je fais du paysage sur trépied, je ferme à F11 et j'ai quand même un joli piqué. J'arrive quelque part à hausser mon niveau de jeu et c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire que je ne peux pas avoir. Donc, quelque part, il n'y a pas de défaut rédhibitoire sur le Sigma, c'est-à-dire qu'il y a toujours une solution pour avoir la bonne image, même sur 61 millions de pixels, et ça, c'est vraiment très intéressant. Au niveau du Sony, je suis déçu par la plage 24 mm. Le 24 mm, non seulement il est moins large que le Sigma, mais en plus, on n'est tout simplement pas capable d'avoir une jolie photo de paysage avec ce 24-70 GM. Et ça, pour moi, personnellement, c'est un no-go. C'est vraiment un no-go, c'est-à-dire que sur un 24-70, j'ai besoin de faire du paysage, de la photo de rue, j'ai besoin de pouvoir faire du concert, de la photo du portrait, bref, il faut pouvoir tout faire. Et si le 24 mm ne suit pas, quelque part, pour moi, il n'est pas capable de faire du paysage. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va faire que
je ne vais pas l'aimer. Ensuite, par contre, il est capable d'être homogène à 50 mm et à 70 mm. Le problème, c'est que personnellement, je m'en fiche un peu d'être homogène à 50 mm et à 70 mm, parce que là où j'ai envie d'être homogène, c'est au 24. Donc c'est cool, c'est super cool qu'il soit à 50 et à 70, mais c'est surtout à 24 que j'aurais aimé qu'il soit. Donc c'est vrai qu'à 50 mm et à 70 mm, il est plus homogène que le Sigma. Le Tamron, quant à lui, bah, il fait 550 grammes. Et quelque part, ces 550 grammes, ils viennent par un compromis. Et le compromis, c'est que quelque part, vous êtes toujours exceptionnel au centre. Souvent, c'est le meilleur au centre. Des trois, si j'étais super fin au niveau de la granularité, c'est souvent le meilleur au centre Tamron. Le problème, c'est que dès que vous arrivez sur les bords, c'est un peu moins bien. Et quand vous arrivez sur les extrêmes, c'est vraiment moins bien. Et ça, quasiment à toutes les focales, sauf le 50 mm. Et notamment au 24 mm ou au 75 mm, vous êtes absolument impossible d'avoir une image qui est bonne quasiment dès les bords. Et quelque part, bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant aussi. Si vous comptez sur de l'homogénéité, bah, quelque part, il y a un compromis au niveau de l'homogénéité sur le Tamron. Donc, au moment de faire la hiérarchie, pour moi, Sigma est numéro 1, Sony est numéro 2 et Tamron est numéro 3. Allez, on avance. Au niveau de la distorsion, Sony est le meilleur. Donc, Sony, pour moi, a la meilleure distorsion. Regardez, c'est celui-là. Ça, c'est la distorsion à 2.8, distorsion à F11. On voit que ça s'est amélioré un peu. C'est bien meilleur que ses concurrents, puisque le Tamron aussi a de la distorsion. Mais le pire, c'est le Sigma. Sigma, c'est celui qui a vraiment le plus de distorsion dans les deux sens. Un coussinet barillet, les deux sont pas mal de distorsion. Donc évidemment, on va pouvoir le corriger en post-traitement, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas profiter d'un JPG. Vous êtes obligé d'aller dans un logiciel de post-traitement. C'est pas rédhibitoire parce que le piqué est tellement bon à 24 mm sur le Sigma que vous allez arriver à corriger ça tout en gardant un excellent piqué sur le Sigma. Mais bon, c'est quand même à savoir. Au niveau des aberrations chromatiques et flair, j'ai vu assez peu de différence entre ces trois objectifs. Celui qui en a le plus, c'est le Tamron. Le Tamron est un peu plus sujet au flair que les deux autres. Pour moi, le Sigma et le Sony sont comparables au niveau des aberrations chromatiques et du flair. Les trois ont du flair, hein, c'est-à-dire qu'un objectif où il n'y a pas de flair, ça n'existe pas. Vous avez vu, sur les trois, j'arrive à avoir du flair. Les trois font un joli Sunstar, vous pouvez le voir ici. Pour moi, ce n'est pas vraiment une différence entre les trois. Celui qui a un peu plus de flair, c'est le Tamron. On peut le voir ici. Hop, avec vraiment pas mal de flair. Et surtout, ils arrivent beaucoup... Le Sony et le Sigma, il faut vraiment que je me mette dans des configurations particulières pour produire du flair. Là où le Tamron, ben, le flair, il arrive un peu plus vite. Le Tamron est aussi celui qui a le plus de vignettage. Le vignettage au niveau du Sony et du Sigma est équivalent. Le Tamron a beaucoup plus de vignettage. Au niveau du bokeh, le bokeh est le meilleur bokeh et tout simplement le Sigma pour moi. Accompagné vraiment pas très loin par le Sony. C'est des bokehs qui sont extrêmement doux. Ce qui fait la qualité d'un bokeh en fait, c'est le fait d'avoir des billes bien rondes. D'avoir des billes bien rondes, même sur les bords et sur les extrêmes, et surtout d'avoir un bokeh doux. Et c'est quoi un bokeh doux? Un bokeh doux, c'est un bokeh qui ne soit pas trop flamboyant et qui attire pas l'œil. Et à ce niveau-là, le Tamron a tendance, je trouve, à avoir un bokeh un peu plus visible. Par exemple, si je vous mets ici le Sigma contre le Tamron, vous allez comprendre tout de suite. Et on a des billes de bokeh qui vont être, alors ici, zoomer à 2, c'est trop, qui vont être un peu plus lumineuses en fait. Et quand c'est lumineux, bah, quelque part le bokeh devient un peu plus distrayant. Ils ont tous les trois un joli bokeh, c'est juste que le Tamron a un bokeh un peu moins doux et surtout un peu plus distrayant parce que plus lumineux. Voilà au niveau du bokeh. Au niveau de la vidéo, les trois ont un autofocus qui ne fait pas le moindre bruit, qui vous poseront pas de problème en vidéo. Les trois ont un autofocus en vidéo qui fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. Au niveau du focus briefing, le Sigma et le Sony n'ont pas de focus briefing. Le Tamron en a un tout petit peu. Donc voilà pour la vidéo. Au niveau de l'astro, le Sony est celui qui a le moins de coma. Le Sigma, on en a vraiment pas beaucoup. Mais bon, quand il faut faire une hiérarchie, le Sony en premier, le Sigma quasiment à égalité en deuxième. Et le Tamron, lui, par contre, je ne vous le conseillerais pas parce que lui, je trouve qu'il y a un peu plus de coma au niveau de l'astrophotographie. Au niveau de l'autofocus, les trois autofocus sont à un excellent niveau. Si vous le mettez sur un A7 III, vous ne verrez pas la différence. Si vous le mettez sur un A9, ben, j'ai eu la surprise quelque part que visiblement, je ne sais pas pourquoi, mais le Tamron a l'air d'être un peu limité au niveau de la fréquence de rafraîchissement de son autofocus. C'est-à-dire qu'il a du mal à supporter une rafale qui va au-delà de 10 images par seconde. Le Sigma et le Sony y arrivent,
Le Tamron a un peu du mal. Quand vous vous mettez dans une rafale plus longue que 10 images par seconde, bah, il a un peu plus de mal et on le voit un peu sur le A9. On a plus de loupés sur le Tamron parce qu'il rafraîchit un peu moins la mise au point. Mais enfin, en tout cas, sur les trois, il y a peu de chances d'être déçu. Il faut vraiment faire du sport à extrême avec une exigence au niveau d'une rafale très très longue pour voir une vraie différence entre l'autofocus de ces trois objectifs. Bref, cette vidéo est déjà suffisamment longue, on va en arriver à la conclusion. La conclusion pour moi, c'est que le Sigma est le nouveau GM, c'est-à-dire que le Sigma est la nouvelle référence des 24-70 2.8. Moi, je conseillerais personne aujourd'hui d'acheter le Sony, dans le sens où le Sony vendu à 2300 € ne peut tout simplement plus du tout justifier son prix. Le Sigma est vendu 1200 € et pour moi, il fait tout mieux. Il a un angle de vue qui est meilleur. Il a une 24 mm qui est meilleure. Bref, tout ça pour dire qu'ils sont très très comparables sur la majorité de la plage focale. Mais le Sigma, à un moment donné, il sait faire mieux et surtout, il est beaucoup moins cher. Je ne vois pas la moindre raison de conseiller à quelqu'un de partir sur le Sony, alors que le Sony pèse quasiment 100 grammes de plus, il est plus lourd, enfin, il est plus long. Il n'a pas beaucoup de... Aujourd'hui, il n'a plus beaucoup d'arguments, en fait, ce Sony. Même au niveau des boutons, on voit qu'on a la même construction. On a le bouton, on a le switch. Donc voilà, pour moi, la messe est dite. Et aujourd'hui, le nouveau GM, bah, c'est le Sigma. Et voilà, je pense que il y a des rumeurs de 24-70 MK2 chez Sony, parce qu'effectivement, je pense qu'il en a besoin. On est capable aujourd'hui de faire mieux que ce que Sony propose avec ce 24-70 2.8. Et enfin, il y a le Tamron. Le Tamron, c'est une solution alternative, mais quelque part, c'est pas comparable. Pour moi, le Sigma, c'est le nouveau GM et le Tamron, c'est quelque part une version non GM, c'est un compromis. C'est-à-dire que oui, vous voulez payer moins cher, vous payez 400 € de moins. Vous voulez que ça soit moins lourd, vous avez 300 grammes de moins à poser dans votre sac, mais en contrepartie, vous avez quelque chose qui est un peu moins bon que le Sigma. Mais ça se tient parce que le prix en tient compte. Et donc, c'est deux offres effectivement qui sont vraiment comparables et ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez aucun compromis, vous voulez la meilleure qualité, c'est le Sigma. Si vous êtes prêt à faire un compromis, tout ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un meilleur rapport qualité-prix. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est probablement le Tamron. Le Tamron, il est vraiment surprenant dans son piqué au centre. Pour moi, c'est juste un objectif qui est un peu moins porté sur le paysage parce qu'il va être moins homogène, quelles que soient les focales quasiment, à part le 50 mm. Et quelque part, il n'a pas le grand angle non plus. Donc vraiment, ce qui va faire le distinguo, c'est votre pourcentage de temps pendant lequel vous allez faire du paysage ou de l'équivalent paysage. Si votre 24-70, il va être utilisé beaucoup pour faire du paysage, moi je pense que ça vaut le coup de mettre 400 € plus dans le Sigma. Si vous êtes surtout axé sur la photo de portrait ou la photo de rue ou ce genre de choses-là, le Tamron va très bien faire l'affaire et on verra jamais quasiment la différence entre les deux photos. Ça, c'est vous qui savez l'usage que vous en avez à la maison. En tout cas, le Tamron, il a un peu plus de compromis car il a un peu plus de flair. Il a un peu plus au niveau de la vidéo, il a un peu de focus briefing. Mais alors, c'est légèrement, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Et voilà, c'était ma conclusion pour cette longue vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps pour la faire. Je suis presque un peu déçu du résultat parce que j'aurais pu vous montrer beaucoup de choses, mais ça prend tellement de temps et à un moment donné, il faut que je boucle pour avancer. Donc, je suis désolé pour ceux qui en voulaient plus. Si vous reste des questions entre ces trois objectifs, vous pouvez les poser juste en bas de cette vidéo. Je sais qu'une des questions qu'on peut poser, c'est est-ce qu'ils ont le même T, c'est-à-dire qu'ils ont le même F, c'est-à-dire la valeur théorique de lumière. Pour moi, ils ont aussi le même T. Pour moi, j'ai pas vu de différence énorme entre ces trois objectifs-là. Et la quantité de lumière qui rentre quand vous êtes à 2.8, elle est similaire entre ces trois objectifs. Si vous avez des questions ou des remarques par rapport à tout ça, ça se passe dans la zone de commentaires qui est juste en bas. Si l'univers Sony vous intéresse, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook. Je vous mets l'adresse juste en bas dans la description de cette vidéo, le groupe d'entraide Sony. Et moi, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!